Bonjour à tous, bienvenue sur la colline des Muses. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sparte à l'époque classique et également à l'époque hellénistique. Alors, cette période charnière voit la cité chuter au fait de son hégémonie. C'est aussi à cette période qu'eut lieu l'un des plus grands faits d'armes de la Grèce antique, dont vous avez forcément entendu parler, le sacrifice des 300 emmené par Léonidas, régent de Sparte. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Également, si vous cherchez une petite lecture distrayante pour l'été, vous pouvez vous procurer mon premier roman, Les Chevaliers errants, paru aux éditions de l'Harmattan. Il s'agit d'un roman fantastique, inspiré par la Renaissance européenne et aussi les légendes de Bretagne. Comme d'habitude, les sources et les liens sont dans la description. Mais revenons à Sparte. Au début du 5e siècle, Lacédémone est une puissance militaire et politique crainte et respectée. Cette force s'exprime de façon extraordinaire avec le sacrifice du régent Léonidas et de sa garde de 300 Spartiates aux Thermopyles en 480. Cette bataille, qui opposait des Grecs aux immenses armées de Darius, est un épisode fameux des guerres médiques, ces conflits qui opposèrent les petites cités grecques à l'Empire perse au 5e siècle. À la mort de Léonidas, son jeune fils, Pléistarque, devient régent sous l'égide de son oncle Cléombronte. L'année suivante, en 479, les Grecs remportent une seconde victoire sur les Perses à Platée. À cette occasion, les sources mentionnent pour la première fois la présence d'Éphore, ces magistrats très puissants, auprès du régent de Sparte. Cette mention, nous le verrons dans la prochaine vidéo, est loin d'être anecdotique. L'année de la victoire de Platée, la cité de Sparte compte environ 30 000 Spartiates, mais seulement 8 000 sont des citoyens de plein droit. On compte également 70 000 Périaques et 150 000 Ilotes. On peut donc constater qu'un grave problème d'oligantropie est déjà en germe. Pour le dire autrement, il y a trop d'esclaves, trop de citoyens qui n'ont pas assez de droits et de devoirs, et trop peu de vrais Spartiates qui s'appellent les homoioi, ou disons-le en français, les égaux. Quant à l'oligantropie, elle désigne un mécanisme par lequel une population donnée connaît une importante réduction. Chez les Spartiates, ce phénomène était causé par la quasi-impossibilité de devenir citoyen autrement que par la naissance, et également par la relative fragilité de ce statut. Cet état de fait qui menace gravement la survie de la cité est encore aggravé en 464. Un séisme provoque la mort de 20 000 personnes chez les Lacédémoniens, selon Diodore de Sicile. Plus grave encore, ce cataclysme encourage une nouvelle révolte d'Ilotes. C'est le début de la 4e guerre de Messénie. Puis, vers 462-461, Athènes renonce à son alliance avec Sparte. Cette première moitié du siècle est donc funeste pour la cité, bien que le front de Sparte brille des couronnes de victoires ravies aux Perses. Mais ces succès militaires ne doivent pas masquer de très graves difficultés internes, à la fois démographiques et politiques. Heureusement, la rupture des liens avec Athènes ne dure pas, et en 446, les deux cités décident d'une paix de 30 ans. C'est à cette époque, en 440 précisément, que le fameux Hérodote, historien grec mais surtout athénien, se rend à Sparte et écrit sur la cité. D'ailleurs, ses travaux sont encore aujourd'hui une des sources antiques principales sur Sparte. Parlons à présent de la guerre du Péloponnèse. Elle commence en 431 et termine en 404. Alors, la paix conclue avec Athènes donna à Sparte un certain répit, mais en 431, la paix de 30 ans fut finalement rompue par Sparte elle-même. Dans son ouvrage « La guerre du Péloponnèse », l'historien grec Thucydide postule la thèse que cette rupture fut causée par la peur qu'insufflait la puissance navale athénienne aux Spartiates. Ces derniers étaient avant tout une puissance terrestre, mal à l'aise face à la thalassocratie athénienne. Selon Thucydide, la guerre du Péloponnèse est un conflit unifié, à peine entrecoupé par une période de paix. Mais on peut néanmoins considérer plusieurs épisodes dans ce très long conflit. Dans le premier acte, appelé guerre de 10 ans, ou guerre archidamique,
qui dura de 431 à 421, Athènes se replia derrière ses importantes fortifications, les longs murs. Alors, elle fonctionna comme une île et se fit ravitailler par la mer. D'ailleurs, en 429, les Athéniens remportèrent la bataille navale de Patraï. En 425, ils en remportent une seconde et obtiennent même, fait incroyable, la reddition de 120 Spartiates à Sphactérie, près de la côte messénienne. Néanmoins, devenus un peu trop sûrs d'eux, les Athéniens sont défaits l'année suivante, en 424, à Délione, et perdent même Amphipolis. 2 ans plus tard, toujours à Délione, 2 fauteurs de guerre, le Spartiate Brasidias et l'Athénien Cléron, meurent. Cela facilita la signature de la paix de Nikias en 421. Ensuite, entre 421 et 414, Sparte et Athènes n'arrêtèrent pas complètement les opérations militaires, mais les deux cités cherchèrent à éviter les engagements directs. Ce second acte de la guerre du Péloponnèse est ponctué d'épisodes guerriers, parfois très étonnants. En 416, les Athéniens prennent Mélos, qui se tenait selon eux trop éloigné du conflit. Enfin, en 415-413, Athènes s'engagea dans une expédition catastrophique en Sicile, enivrée qu'elle était par les visions d'Alcibiade. À cette occasion, la cité perdit 200 trières et 12 000 citoyens, notamment parce que la cité de Pérouse avait très bien résisté, grâce à l'envoi par Sparte d'un ingénieur militaire de génie, Gylippe. Ainsi, on ne peut pas dire que cet intermède de 13 ans est réellement une période de paix. Enfin, le troisième acte, le dernier de la guerre du Péloponnèse, s'ouvrit en 413 et prit fin en 404. On l'appelle la guerre d'Ionie ou alors la guerre de Thessalie. C'est Sparte qui ouvrit les hostilités, en décidant d'occuper en 413 le fort de Thessalie, proche d'Athènes, afin de pouvoir être une menace permanente, en bloquant notamment les ressources vitales pour Athènes. Du reste, entre 411 et 410, Athènes subit une crise politique majeure, avec deux tentatives d'instauration de régime oligarchique, les 400 puis les 5000. Dans ces années-là, et jusqu'en 404, les engagements militaires font alterner victoire athénienne et victoire spartiate. Pourtant, en avril 404, Athènes finit par capituler en échange de la promesse que Sparte ne la détruirait pas. Ainsi, Sparte a gagné la guerre, mais à un prix si élevé que l'on peut sans doute parler d'une victoire à la Pyrrhus. Encore une fois, Lacédémone est victorieuse, mais sa puissance est durablement affaiblie. Celle qu'elle avait au temps de Léonidas, où déjà fragile, elle parvenait pourtant à faire frémir le grand empire perse. Abordons maintenant un épisode essentiel de l'histoire de Sparte, la catastrophe de Leuctre. Et intéressons-nous à la période allant de 425 environ jusqu'à 146, date de la conquête romaine. Alors, à la fin du 5e siècle, désormais affaiblie, Sparte doit trouver des moyens d'organiser la disette d'hommes qui lui causent de plus en plus de problèmes afin de maintenir à tout prix sa puissance. Ainsi, dès 425 et jusqu'en 369, des zelotes, des esclaves donc, sont incorporés à l'armée. Et, fait exceptionnel, impensable à l'époque de Léonidas, certains de ces zelotes deviendront même des citoyens. On les appelle les néodamodes. Dans l'immédiat, cependant, la guerre reprend et se déploie dans de multiples directions en dépit des difficultés. À l'extrême fin du 5e siècle et au début du 4e siècle, eut lieu l'expédition des 10 000, qui est rapportée par Xénophon. Entre 400 et 394, au moins 3 expéditions spartiates furent aussi envoyées en Asie mineure pour combattre les Perses. On peut donc constater que la cité parvient encore à cette époque, bien que les effectifs soient assez faibles,
a organisé des expéditions militaires très loin de son territoire. Malheureusement, le IVe siècle s'ouvre aussi avec de graves troubles internes. On peut par exemple citer la conspiration de Cynadon entre 399 et 397. Et le malheur n'est jamais loin. En 371, à la bataille de Leuctre, Sparte subit un drame épouvantable. 40% du corps des citoyens trouve la mort, soit 400 hommes. Ainsi, en un siècle, le corps des égaux, c'est-à-dire, je vous le rappelle, les vrais Spartiates, est passé de 8000 à 600. Cette fois, ça n'est plus la capacité de projection qui est menacée, mais la survie même de la plus grande cité grecque. Dès l'année suivante, le territoire sacré est d'ailleurs envahi par des Thébains alliés aux Arcadiens, Argiens et autres Éléens. C'est un peu comme si une meute de loups, sentant venir la mort d'un grand lion, se ruait sur lui. Sparte perd alors la Messénie pour laquelle tant de sang avait été versé. Et elle se retrouve centrée sur sa région d'origine, la Laconie. Inquiète de ce revirement, pourtant, Athènes tente de temporiser et propose alors à son éternel rival une alliance afin d'assurer un équilibre des puissances en Grèce. Pourtant, enhardis, les Thébains marchent à nouveau sur Sparte en 362, mais ils sont défaits à la bataille de Mantinée. La seconde bataille, du reste, a porté ce nom. Désormais, le poids politique de Sparte est considérablement réduit, à tel point d'ailleurs qu'en 338-337, quand Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, forma la Ligue de Corinthe, les Spartiates en furent tenus à l'écart. Et ceci est un bon indicateur de leur faiblesse. Déjà, l'histoire antique de la Sparte que nous avons tant admirée approche de son dernier acte, mais pas avant une dernière bataille. En 331-330, le régent Agis III meurt au combat en combattant les Macédoniens à Mégalopolis. C'est la fin d'un cycle. Peu à peu, la cité entre dans les limbes de l'histoire au cours de la période hellénistique. Elle conserve pourtant un très grand prestige, qui ira bien au-delà de la victoire finale des Aigles de Rome sur le monde des cités en 146. Alors voilà, j'espère que ce petit cycle sur Sparte vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je pense que nous n'en avons pas tout à fait fini avec Lacédémone. Je prévois au moins une vidéo bonus afin de préciser certains points qui ont pu rester un peu mystérieux, ainsi qu'un format long assez différent des vidéos habituelles. Restez bien à l'écoute pour ne rien manquer et à très bientôt sur la colline des Muses.